et il a encore fallu 3 ans pour que d'autres laboratoires le confirment. Donc c'est ce que vous avez ici, la confirmation que le rayon du proton a diminué. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la mesure précédente, mais vous avez les deux mesures qui ont permis de voir que le rayon du proton n'était pas juste et ne correspondent pas. C'est tout à fait logique, on est dans l'expérimentation. Si j'essaie de vous mesurer avec 1 mètre, j'aurai 1m65, 1m65 et demi, 1m65, 1. Je n'aurai jamais exactement la même valeur. Oui. Peut-être que pour que ce soit plus clair, il faut préciser qu'au niveau du proton, on n'a pas d'équation, on n'a pas de formule analytique. Donc la notion de date du proton est une notion par expérimentation. Autant on a des équations pour le cosmologie, autant pour le proton, on n'a rien. Et donc, en fait, c'est le changement qualitatif des outils d'observation qui ont montré qu'en fait, les premières mesures, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des outils statistiques pour essayer de définir cette fameuse taille du proton qui n'est pas analytique, qui est expérimentale. Exact. C'est expérimental et de fait, c'est bien parce qu'on évolue dans la technologie que l'on a une précision plus forte. Et ça fait un scandale parce que justement, quand on fait des mesures expérimentales, on a toujours des doutes sur comment on a fait la mesure, si la mesure est bien faite ou mal faite. Et donc, c'est pour ça que ces 2 années, 3 années d'études sur la manière, les protocoles de mesure, pour se rendre compte que finalement, c'était parfaitement fait. Parfait. Juste... Merci. Ce qui est intéressant aussi dans ce que Jean-Jacques vient de dire, c'est que ce sont donc des mesures expérimentales. Nassim, lui, par son modèle, il n'est pas dans l'expérimental, il le calcule, ce rayon. Et que son rayon calculé, dans ce genre d'ordre de grandeur, tombe entre les 2 valeurs. En général, d'ailleurs, quand on mesure quelque chose, on a une valeur au-dessus, une valeur en dessous, puis on affine et on se retombe un peu plus au milieu. Donc, peut-être qu'un jour ou l'autre, les expérimentations seront suffisantes pour avoir la valeur que prédit Nassim, ce qui serait, selon moi, un argument en plus, bien que je ne pense pas qu'on ait besoin de ce genre d'argument. Ce que vous allez voir après est suffisamment parlant. Donc, l'interaction forte, c'est ce qui permettait, j'en ai déjà parlé au début, de voir que les éléments dans le noyau devaient rester ensemble, etc. Donc, il y a toute une théorie qui a été bâtie. C'est intéressant aussi, quand on relit l'histoire des sciences, de se rendre compte que les pères fondateurs, quand ils ont commencé à construire cette théorie, étaient assez mécontents de leurs résultats. Ils s'attendaient à quelque chose de révolutionnaire, ils s'attendaient à quelque chose de nouveau. On a mis une brique sur un édifice après une autre brique. Et la plupart de ces pères fondateurs disaient « On fait ça parce qu'on est bien obligé, mais ça ne nous plaît absolument pas de la méthode dont on est obligé de résoudre ça. » Et on a essayé tout le temps d'expliquer ou de rajouter des choses, y compris Gauss, quand il a fait sa théorie des cordes. Au départ, il a fait sa théorie en pensant la détruire. Il pensait prouver qu'elle n'existait pas. Et puis il est tombé sur sa théorie des cordes en disant « Oh chouette, ça fonctionne !» Et donc ça a marché. Mais quand on lit l'histoire des sciences, on se rend bien compte qu'il n'y croyait pas au départ. Et finalement, on arrive maintenant à un problème où on a le proton qui n'a plus la même taille, etc. Et donc, la plupart maintenant, en tout cas il y a beaucoup de scientifiques qui ont l'honnêteté de dire ben voilà, on ne sait pas vraiment où on va arriver. S'il n'y a pas un petit miracle qui se passe, ce modèle standard, à un moment ou à un autre, on pourra l'enterrer. C'est là-dedans que la théorie de Nassim peut être extrêmement utile. De nouveau, Nassim, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu un parcours académique qu'il n'a pas étudié. Je pense qu'il a dû étudier beaucoup plus que les gens qui sont à la limite dans des études universitaires. Moi, personnellement, je passais mon temps au bar. Donc, bon. Mais ici,
ce que Nassim a refait, c'est de dire, ben voilà, puisqu'il y a la torsion, le couple, et on se rend compte que aussi bien Schwarzschild, Necker et Newman n'ont mis ça dans leur solution aux équations d'Einstein, ça vaut la peine de le faire, et ils ont donné une nouvelle solution aux équations d'Einstein avec Elisabeth Rauscher. Donc, un autre article intéressant, c'est lorsque Nassim commence à essayer de prouver que la matière ne s'organise pas n'importe comment, mais s'organise selon une échelle de trous noirs. Et donc, les trous noirs, quand on étudie, quand on calcule, c'est assez simple, la relation de Schwarzschild, 2gm sur c carré, et que l'on regarde par exemple l'univers qui vaut 10 exposant 55 grammes, si je mets ça dans mon équation, je vais avoir le rayon de l'univers. Ça signifie que l'univers tel qu'on le connaît correspond à un trou noir. Mathématiquement, nous sommes à l'intérieur d'un trou noir. Et si jamais il prend l'univers, s'il prend des galaxies, l'atome, il retrouve une organisation en trou noir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons, entre ces différentes entités, nous avons des lois d'échelle aussi. Nous avons des progressions qui sont, par exemple, harmoniques. Ce n'est donc pas aléatoire. Il y a un ordre qui existe dans cette disposition. Ce n'est pas un gros pétard qui explose et on a toute la matière qui se disperse partout. C'est quelque chose qui est très organisé. Vous avez ici une autre échelle, vous avez une autre forme d'organisation. Vous voyez que si jamais on prend les logarithmes des rayons et des masses, on va avoir une progression entre la masse de Planck, la masse de Schwarzschild, etc., etc. Et il a fait ça en fait pour prouver que la masse du proton trou noir, parce qu'à l'époque, en 2005, je pense, on lui disait, mais attends, un proton trou noir, tu rigoles ou quoi? Je crois que c'était 2010. 2009, ok. Donc, en 2009, quand il a sorti ça, on lui a dit, mais attends, un proton trou noir, c'est pas possible, etc., etc. Et donc, il a dit, écoutez, la plupart des événements que l'on voit ont une corrélation, alors que notre petit proton, ici, il a une masse qui est beaucoup plus faible. Donc, peut-être qu'il faudra imaginer à un moment ou à un autre que le proton est peut-être bien un trou noir. Donc, dans le Schwarzschild proton, qu'est-ce que Nassim a fait? Il a essayé justement de voir, est-ce que tout d'abord, c'est possible de faire d'un proton un proton trou noir. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a la valeur énergétique du vide qui est renormalisée, 10 exposant 93 grammes par centimètre cube, et il a la taille du proton. Donc, il a aussi l'équation de Schwarzschild, et quand on met le rayon du proton classique, 10-13 cm, dans cette équation, il va obtenir une masse de 10 exposant 14 grammes. Est-ce que je peux, avec cette masse énergétique du vide, en le mettant dans ce petit proton, avoir quelque chose qui vaut au moins 10 exposant 14 grammes? C'est une démarche assez logique. Et qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'il a en fait un chiffre beaucoup plus important que les 10 exposant 14 grammes. Il obtient en fait 10 exposant 55 grammes, qui est ce qui est généralement admis comme la masse de l'univers. Donc, de nouveau, il va faire un petit lien. Il va se dire que
il y a certainement un lien entre cette masse de l'univers et le volume du proton. Et il nous dit la quantité de masse-énergie à l'intérieur du volume d'un proton en termes de petites fluctuations de vide de Planck est équivalente à la masse généralement admise comme la masse de l'univers. Okay. Cela implique que toutes les informations de tous les autres protons dans l'univers pourraient être exprimées par l'information de l'énergie du vide à l'intérieur d'un seul proton. C'est d'une grande pertinence en faveur d'un mécanisme holographique. Il s'agirait dans ce cas d'un mécanisme dans lequel l'influence holographique de l'information de 10 exposant 80 protons, 10 exposant 80 protons, c'est l'ensemble des protons de l'univers. Ça correspond aux 10 exposant 55 grammes, interagit avec un seul proton et produirait la valeur exacte de la masse au repos de ce proton, qui est de l'ordre de 10 moins 24 grammes. Donc, voici le calcul que Nassim a fait. Il obtient la valeur, bien sûr, c'est encore avec les valeurs de l'époque, donc par rapport au rayon, et il obtient donc les chiffres que je vous ai donnés. Son but étant de prouver que l'interaction forte est due à ce phénomène, il va prendre les caractéristiques de l'interaction forte. L'interaction forte, il y a l'intensité. Et l'intensité, on dit que si l'intensité de la gravité est de 1, l'intensité de la force forte sera de l'ordre de 10 exposant 38 à 10 exposant 39 fois plus grande. Or, où est-ce qu'on retrouve ce 10 exposant 38? C'est en fait la valeur entre la masse du proton telle qu'on la mesure, telle qu'on la pèse chez nous, et c'est la différence donc entre votre fameux proton trou noir. Et donc, par conséquent, Nassim n'est pas stupide, il sait qu'il y a un écart. Donc, au contraire, cet écart prouve qu'il est dans le bon. Et donc, cet écart, c'est en fait la valeur de la force forte. L'autre chose que l'on peut connaître, ce n'est pas l'intensité, ça on l'a déjà vu, mais c'est le temps d'interaction et aussi la fréquence, puisqu'il y a une relation entre le temps d'interaction et la fréquence, donc il a calculé aussi, et on se retrouve dans cet ordre de valeur. Donc voilà. Alors, on arrive maintenant à son dernier article, la gravité quantique et la masse holographique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on veut étudier ce que c'est que la gravité, il y a un paquet d'équations. C'est pas évident de pouvoir rentrer dans ces équations, de les comprendre, etc. La gravité expliquée par Nassim, elle est extrêmement simple. Et Nassim va donc tout d'abord utiliser son modèle holographique, donc un modèle géographique, puisque c'est un rapport de graphie de l'intérieur sur l'extérieur. Il va utiliser à l'échelle de la physique des grands ensembles et à l'échelle des tout petits ensembles. Donc à l'échelle cosmologique, il va prendre le cas du trou noir qui est le mieux documenté, Cygnus X1, et puis il va prendre le cas pour l'échelle quantique du proton. C'est extrêmement simple à comprendre, c'est suffisant. On remplit un volume de petites sphères de Planck,
Et on regarde combien il y a de petites surfaces de Planck sur la surface de l'horizon. Donc, c'est un simple calcul pi r cube, 4 tiers de pi r cube, je pense qu'on apprend ça à l'école primaire, et pi r carré, c'est aussi dans ce ordre-là. Je pense que n'importe qui peut comprendre ceci. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la quantité de volume de Planck, et attention, ce qu'on parle évidemment, c'est l'oscillation du vide à l'intérieur de cette sphère de Planck. Donc, la quantité de volume de Planck oscillant dans le volume de sinus 1 sur la quantité de surface équatoriale de Planck sur l'horizon de surface de sinus 1, ça nous donne un rapport sans dimension. Donc, on multiplie ça par la masse de Planck et on va obtenir la masse de sinus 1. Voici l'explication par un dessin. Vous avez donc, je le répète, les petites sphères à l'intérieur qui sont la quantité de petites sphères à l'intérieur divisée par la surface de plan équatorial à l'extérieur, et ça nous donne, multiplié par la masse de Planck, où je vous rappelle que cette masse de Planck posait un problème de hiérarchie entre les masses. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on obtient exactement la même valeur avec une géométrie holographique ou avec la solution de l'équation de Schwarzschild. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Le nombre de calculs qu'il y a derrière la solution de Schwarzschild, et ceci, c'est pas mal. En plus, c'est valable pour tous les trous noirs, c'est libre de toute expression relativiste, et surtout, ça utilise des quantités discrètes de Planck, donc on va pouvoir utiliser peut-être un jour ou l'autre, le jour où la gravité elle deviendra discrète grâce à ça, c'est parce qu'on peut la modéliser grâce à des volumes de Planck. Maintenant, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière finalement cette géométrie, eh bien, on va simplement reprendre les 4 tiers de pi r cube, puisqu'on a une longueur de Planck, donc on va redonner les vraies valeurs à ce genre de concept, et on va voir qu'on peut exprimer, par exemple, le rayon holographique est égal donc à la masse holographique, c'est donc ce qu'on appelait avant la masse de trou noir ou la masse de Schwarzschild, divisé par la masse de Planck, multiplié par 2 fois la longueur de Planck. En fait, ça nous dit, d'une façon, je dirais, d'une expression orale, un nombre discret de masse de Planck, contenu dans n'importe quelle masse donnée, multiplié par 2 fois la longueur de Planck, qui est une quantité discrète aussi, va générer le rayon holographique qui est équivalent au rayon de Schwarzschild. Donc, ça précise bien qu'on a bien une forme non relativiste, calculée à partir de toutes quantités discrètes oscillantes, qui génère une solution quantifiée. Puisque on a déjà été un stade plus loin, si on développe les valeurs qui sont cachées derrière les définitions finalement de la masse de Planck et de la longueur de Planck que vous avez ici, on va en fait retomber sur la formule de Schwarzschild. Voilà pourquoi on retrouvait exactement à la décimale ou à la centième de décimale près les mêmes valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'une solution géographique peut donner une solution de ce type? Quels sont les liens ensemble? Donc, à l'échelle du proton, est-ce que ça fonctionne aussi? Ben, la réponse, vous vous en doutez, sinon je ne serai pas ici, c'est oui. On a une masse holographique qui sera égale donc au nombre de petites
c'est le Planck contenu dans le volume du proton, divisé par le nombre de surfaces équatoriales à la surface du proton, multiplié par la masse de Planck, et on va obtenir cette valeur-là, ce qui va évidemment, puisque c'est la même formule, être l'exacte valeur de la solution de Schwarzschild. On a donc bien une solution qui fonctionne aussi bien en cosmologie que quantique.